Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire spécial congés payés, maîtriser les règles pour sécuriser votre gestion RH organisé par le service conseil de PRH Solutions. Nous sommes en direct pendant 45 minutes pour vous aider à sécuriser vos pratiques en matière de congés payés en vous apportant des éclairages pratiques sur le droit, le calcul, la planification, le décompte et bien sûr l'indemnisation des congés. Nous le savons, la gestion des congés payés peut s'avérer un véritable casse-tête dans les entreprises. Notre équipe va vous éclairer sur le cadre légal, les droits et les obligations pour vous apporter des clés à appliquer facilement. Pour animer ce webinaire, j'ai le plaisir d'accueillir deux membres de notre service conseil qui vont partager leur expertise avec vous. Jules Magnan, qui est juriste en droit social au sein de notre service conseil et qui animera la présentation. Bonjour Jules. Bonjour à tous et à toutes, et bonjour Alexandre. Et Déborah Iglesias, qui est également juriste spécialisée en droit social au sein de notre service conseil, toujours, qui répondra à vos questions en direct et animera la session de questions-réponses. Bonjour Déborah. Bonjour à toutes, bonjour à tous. En attendant que les derniers inscrits se connectent, je me permets de vous présenter très rapidement notre service conseil pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore. C'est une équipe de 5 jurys spécialisés en droit social qui vous accompagne pour vous guider, sécuriser vos décisions RH et surtout prévenir les risques de contentieux. C'est bien ça, c'est bien résumé, Jules et Déborah? Tout à fait Alexandre. On va pouvoir passer maintenant au programme de ce webinaire qu'on a structuré en 5 chapitres. Le premier chapitre sera consacré, vous le voyez, au droit au congé payé. On enchaînera bien sûr avec le calcul du nombre de jours, la planification et la gestion des congés payés. Le quatrième chapitre sera consacré au décompte des jours de congés payés et le dernier chapitre sera consacré au calcul de l'indemnité de congés payés. Vous avez la possibilité tout au long de ce webinaire d'échanger directement avec notre équipe. Pour cela, c'est très simple. Euh, Vous avez à votre disposition dans le menu en haut de votre écran le bouton QR pour questions-réponses. Vous posez votre question ici et Déborah vous répond en direct. Et à la fin de la présentation, nous ouvrirons une session de questions-réponses voilà, pour répondre aux dernières questions, toujours en suspens. N'hésitez pas également à utiliser le chat pour échanger avec nous ou avec les autres participants. Merci à tous pour votre participation et votre fidélité. On va pouvoir débuter ce webinaire en ouvrant le premier chapitre. Et dans ce premier chapitre, on va parler bien sûr du droit au congé payé. Nous allons commencer par rappeler les principes fondamentaux du droit au congé payé. Et si ma mémoire est bonne, Jules, en France, le droit au congé payé s'ouvre dès le premier jour de travail. C'est bien ça? Exactement Alexandre, tout à fait. Donc un droit au congé payé qui est ouvert dès le premier jour de travail, ce qui veut dire que, on peut effectivement, acquérir et puis même poser des jours, tout simplement dès, le premier jour de travail au sein de sa société. Ce droit en fait à congé payé, il est ouvert à qui? Tout simplement à tous les salariés, c'est-à-dire, à toutes les personnes qui disposent en fait d'un contrat de travail, qui sont, voilà, titulaires d'un contrat de travail et donc ils peuvent bénéficier tout simplement enfin acquérir des congés payés, pouvoir les poser et enfin on a un petit cas particulier, qui concerne, la situation du transfert d'entreprise. Alors dans le cas d'un transfert d'entreprise, heu, notamment qui est prévu par l'article L 1224-1 du code du travail, transfert automatique. Les salariés transférés, ils vont conserver leurs droits à congés payés acquis chez le précédent employeur. C'est normal parce que dans le cadre de ce transfert, on considère tout simplement que la relation de travail reste la même. Donc, vu que les conditions de travail, ne sont pas amenées à changer, c'est également le cas, tout simplement des droits du salarié et des droits à congés payés acquis. Alors ce transfert d'entreprise est à différencier bien sûr, de la mutation concertée. Vous en avez peut-être entendu parler. C'est lorsque vous allez avoir en fait un employeur A, heu, qui va se mettre d'accord avec son salarié pour que le salarié soit muté chez un employeur B. Donc il y a un changement de société, mais là on est dans le cadre d'une mutation
concertée, c'est-à-dire que les trois parties se sont mises d'accord et pour ce faire, il faut signer, conclure une convention donc de mutation tripartite et c'est cette convention qui va régir ou pas le transfert des droits à congés payés. Donc là, attention, dans ce cadre particulier, qui est un cadre consensuel où on négocie à 3 la rupture du contrat de travail, là, effectivement, c'est quelque chose qui va être négocié, le fait de transférer, les congés payés. Mais dans le cadre du transfert d'entreprise classique, prévu par l'article L1224-1, mais comment dire? En cas de fusion, absorption, par exemple, d'une société, voilà, c'est ce cadre-là, hein, qu'il faut prendre en compte. Bah, là, il y a un transfert automatique, bah, des droits congés payés acquis chez le précédent employeur au nouveau employeur. Donc voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire sur ce droit congés payés. Ah, merci beaucoup, Jules, pour ces premières précisions. N'hésitez pas, hein, je vous rappelle que, faites comme Florence, vous avez la possibilité de poser votre question à tout moment à Déborah qui vous répond en direct. Vous avez l'onglet questions-réponses tout en haut de votre écran. On va pouvoir passer donc au deuxième chapitre consacré donc au calcul du nombre de congés payés. Et avant d'ouvrir ce nouveau chapitre, j'ai trouvé voilà quelques statistiques à partager avec vous. En moyenne, les salariés français bénéficient de 33 jours de congés payés et de RTT par an, bien que la législation prévoit un minimum de 25 jours ouvrés. Justement, dans cette section, Jules, tu vas aborder la méthode de calcul des droits à congé en tenant compte évidemment des absences, des temps partiels et des particularités liées à certains contrats. Exactement, Alexandre, c'est ça. Donc on va parler un petit peu de l'acquisition de ces jours de congés payés, avec un certain nombre de principes à prendre en compte et puis, effectivement, tout simplement comment, savoir, le nombre de congés payés que va acquérir le salarié. Alors, la première des choses, c'est qu'il y a des principes. Les droits à congés payés des salariés, ils s'apprécient en principe, non pas sur l'année civile, du 1er janvier au 31 décembre, mais sur une période dite de référence qui compte elle aussi 12 mois, mais qui n'est pas l'année civile. Dans la majorité des cas, c'est-à-dire dans ce qui est prévu par le Code du travail, cette période, elle est du 1er juin de l'année N au 31 mai de l'année N+1. Mais, vous le voyez, il est possible de modifier cette période de référence par accord d'entreprise et donc de définir, par exemple, l'année civile. Cette période de référence, à quoi elle va servir? Elle sert en fait à définir combien de jours de congés payés va acquérir notre salarié. Et vous le voyez, c'est la petite colonne juste à droite, en plein milieu de l'écran. La durée du congé annuel en France, c'est 2,5 jours ouvrables par mois. On acquiert donc un salarié, il acquiert 2,5 jours ouvrables par mois ou 2,08 jours ouvrés par mois. C'est pour chaque période de voilà, 4 semaines de travail, ce qu'on entend par mois, avec un maximum de 30 jours ouvrables ou 25 jours ouvrés par an. C'est le maximum dont vous parlez effectivement, Alexandre. Et donc, ça, c'est ce qui nous permet de définir tout simplement le nombre de jours de congés payés qu'un salarié peut acquérir par an. Alors, quand on dit par an, voilà, on va parler de période de référence, du 1er juin de l'année N au 31 mai de l'année N+1. Donc, il y a une petite gymnastique à faire à ce niveau-là. La deuxième chose, c'est que en France, pour acquérir l'ensemble, le maximum des jours de congés payés, donc les 30 jours ouvrables ou les 25 jours ouvrés par an, il faut avoir travaillé 48 semaines sur la période de référence. Donc, un salarié qui a 4 semaines d'absence sur une année complète aura donc droit à la totalité de ses jours de congés payés. C'est un principe en France qui s'applique et donc ça permet, voilà, pour un salarié qui a moins de 4 semaines d'absence, d'avoir l'intégralité de ses jours de congés payés. À ce niveau-là, on a parlé d'absence. Eh bien, pourquoi est-ce que des absences
ne permettrait pas d'acquérir des jours de congés payés, mais on va voir que certaines absences sont assimilées à du temps de travail pour l'acquisition des jours de congés payés. Donc si le salarié est absent, il acquiert quand même des congés payés, alors que d'autres, au contraire, doivent être neutralisées, c'est-à-dire que ces périodes-là ne permettent pas d'acquérir de jours de congés payés. On peut donner à titre d'exemple, par exemple, le congé sans solde ou les absences injustifiées. Dans des situations telles que celle-ci, le salarié n'acquiert pas de congés payés. On va voir par contre, à ce niveau-là, eh bien tout simplement qu'en cas d'arrêt maladie, les règles ont changé. Et les règles ont changé. Elles ont changé depuis combien de temps? Elles ont changé depuis le 24 avril 2024. Donc ça va faire pratiquement un an qu'on a cette nouvelle loi, une nouvelle loi du 24 avril 2024 sur l'acquisition de jours de congés payés, et vous le voyez, en cas d'arrêt maladie. Que ce soit des arrêts maladie classiques, c'est-à-dire des arrêts maladie d'origine non professionnelle, ou en cas d'arrêt maladie d'origine professionnelle, c'est-à-dire relatif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle. Alors, il faut savoir que auparavant, avant cette loi, un salarié en arrêt maladie d'origine professionnelle, il pouvait effectivement acquérir des congés payés, mais dans la limite d'un an d'arrêt maladie d'origine professionnelle. Au-delà, il n'acquérait plus de congés payés. Avec cette nouvelle loi, désormais, peu importe la situation, que l'on soit en cas d'arrêt maladie classique, que l'on soit en cas d'arrêt maladie d'origine professionnelle au-delà d'un an ou plus d'un an, eh bien, un salarié va acquérir des congés payés. Si on est dans une situation d'arrêt maladie d'origine professionnelle, accident du travail, maladie professionnelle, le salarié acquiert des jours de congés payés de la même façon que s'il était venu travailler. 2,5 jours ouvrables par mois ou 2,08 jours ouvrés par mois. Ça dépend du décompte qui est fait au sein de la société. Par contre, vous le voyez à la droite de votre écran, si effectivement le salarié est placé en situation d'arrêt maladie classique, dans ce cas-là, il n'acquiert pas le même nombre de jours de congés payés que s'il était venu travailler. Il va acquérir un nombre de jours de congés payés un petit peu inférieur. Ce nombre de jours de congés payés est de 2 jours ouvrables par mois ou 1,66 jours ouvrés par mois. Donc vous voyez une petite diminution en raison de l'origine professionnelle ou non, voilà, de l'arrêt maladie. Donc attention à cette situation-là, puisque c'est la première fois en France, et depuis fort longtemps, qu'on va faire une distinction, effectivement, en termes du nombre de jours de congés payés que l'on acquiert. Alors, il faut savoir également que pour garantir 24 jours de congés payés au maximum, 4 semaines, on prend en compte les congés payés déjà acquis. Donc en clair, cette règle d'acquisition du nombre de jours de congés payés, elle n'est valable que sur les 24 jours de congés payés au maximum, sur les 4 semaines de congés payés. Pourquoi? Alors pourquoi pourquoi pas sur les 5 semaines? Eh bien tout simplement parce que la loi dont on vous parle, celle du 24 avril 2024, elle a été faite pour transposer une directive européenne, et au niveau du droit européen, on ne garantit que 4 semaines de congés payés, contrairement à la France, où un salarié français bénéficie de 5 semaines de congés payés. Donc voilà la raison pour laquelle les fameuses règles dont on vient de parler ne s'appliquent que sur les 4 premières semaines. Donc voilà un petit peu ce qu'il en est. Attention parce que cette loi, elle a un impact considérable et elle entraîne effectivement des complications dans le décompte des jours de congés payés, dans l'acquisition, dans le décompte. Donc voilà, attention à ce niveau-là, à bien faire attention à ces nouvelles règles depuis le 24 avril 2024. On va également évoquer les cas particuliers. L'acquisition des jours de congés payés durant les cas particuliers. Notamment, le premier cas particulier, c'est l'entrée en cours d'année. Le salarié ne commence pas, en fait, au début de la période de référence nécessairement,
Le salarié commence à acquérir des congés payés dès son entrée dans la société. Et ces congés payés peuvent être pris dès leur acquisition. Donc ça, c'est la première des règles. Quand il y a maintenant une sortie en cours d'année, un départ du salarié en cours d'année, le principe est que la période de référence à retenir pour calculer l'indemnité compensatrice des congés payés acquis par le salarié va prendre fin à la date de fin du contrat de travail. Classiquement, on pouvait s'y attendre, mais au terme du préavis, si l'employeur a décidé de dispenser le salarié, c'est-à-dire que l'employeur s'est manifesté en premier pour dire au salarié qu'il n'a pas effectué donc son préavis. Dans un cas comme celui-ci, rappelons toutefois que l'employeur doit payer le préavis, donc doit verser au salarié le montant des salaires qu'il aurait dû percevoir pendant le préavis, car c'est l'employeur qui est à l'initiative de la dispense du préavis. Si on prend la situation inverse, où le salarié est à l'initiative de la demande de dispense de préavis, dans ce cas-là, pour rappel, le salarié n'est pas rémunéré pour cette période, puisque c'est lui qui demande à être dispensé. Et pour l'indemnité compensatrice de congés payés, eh bien, tout simplement, elle va être calculée avec une date de fin prévue au jour de la notification de la rupture du contrat de travail. Au jour où, en fait, on va considérer que le salarié quitte la société. Donc voilà un petit peu, situation particulière, que ce soit en entrée en cours d'année ou un départ en cours d'année. Et maintenant, on s'intéresse au temps partiel. Alors, les temps partiels, pourquoi est-ce qu'il y a une petite problématique? Pourquoi est-ce que ça donne lieu à un contentieux généralement entre l'employeur et son salarié? Parce que le salarié à temps partiel, il a des jours non travaillés. Et généralement, il y a une tendance à mélanger les jours non travaillés et les jours travaillés. Donc, un salarié à temps partiel, il va acquérir autant de jours de congés payés qu'un salarié à temps plein. Attention, première règle, un salarié à temps partiel, il acquiert autant de jours de congés payés qu'un salarié à temps plein. C'est un principe de non-discrimination. Les jours de congés payés d'un salarié à temps partiel, ils sont décomptés de la même façon qu'un salarié à temps plein. Dans l'autre sens, c'est le cas également. Il faut décompter tous les jours ouvrables inclus dans la période d'absence. On en reparlera un petit peu. Mais ce qu'il faut prendre en compte, c'est que un salarié à temps partiel, on ne doit pas prendre en compte en clair ses jours non travaillés. Que ce soit pour l'acquisition des jours de congés payés, que ce soit pour le décompte. Autre cas particulier, les jours de congés payés supplémentaires. Et oui, la loi prévoit, on l'a vu, un certain nombre de jours de congés payés, mais il peut y avoir des situations qui vont faire qu'un salarié va acquérir plus de jours de congés payés que prévu. C'est ce que vous a dit Alexandre quand il vous a indiqué que la moyenne en France était de 33 jours en clair de congés payés pour un salarié. Pourquoi cette situation? Parce qu'on va avoir des jours de congés payés supplémentaires pour les salariés qui ont des enfants à charge dans cette situation-là et qui seraient rentrés en cours d'année. Dans cette situation-là, un salarié, il peut bénéficier de 2 jours de congés payés supplémentaires par enfant en charge, dans la limite de 30 jours ouvrables. Si le congé acquis ne dépasse pas 6 jours, le congé supplémentaire, attention, est réduit à 1 jour. Qu'est-ce qu'on entend par enfant à charge? C'est l'enfant âgé de moins de 15 ans au 30 avril de l'année en cours qui vit au foyer. Et enfin, il n'y a pas de condition d'âge si l'enfant est en situation de handicap. Donc en clair, il faut que l'enfant soit à charge. Donc à ce niveau-là, il faut que ce soit le cas au niveau fiscal, d'accord? Et ça permet d'ouvrir droit, effectivement, à des jours de congés payés supplémentaires. Jours de congés payés supplémentaires. Alors attention, on a parlé de la situation de l'entrée en cours d'année, mais ça peut être, on a interrogé en tout cas des inspections du travail sur ce sujet. Ça peut être également d'autres situations, des absences notamment de ce salarié, qui font que derrière, eh bien, un salarié qui a un enfant à charge a droit à 2 jours de congés payés supplémentaires, s'il rentre bien effectivement dans cette situation. Enfin, ça ne peut pas permettre, voilà, d'acquérir un nombre de jours ouvrables supplémentaires que prévu par la loi. À droite, vous avez également l'autre situation, les jours de congés payés supplémentaires d'ancienneté prévus par certaines conventions collectives.
Attention, on sort du cadre légal, d'où la raison de vérifier votre convention collective, parce que la convention collective peut prévoir l'acquisition par le salarié de jours de congés payés supplémentaires. Notamment la convention collective Syntec, pour donner un exemple, qui prévoit un jour ouvré par tranche de 5 années d'ancienneté, avec un maximum de 4 jours ouvrés après 20 ans d'ancienneté, donc pour un salarié au sein de sa société. De la même façon, la convention collective de la métallurgie, nouvelle convention collective, elle prévoit un jour de congé payé supplémentaire après 2 ans d'ancienneté, 2 jours si le salarié est âgé d'au moins 45 ans, et 3 jours de congés payés supplémentaires après 20 ans d'ancienneté pour le salarié âgé de plus de 55 ans. Donc voilà un petit peu les règles sur ces CCN. Attention, parce que effectivement, il y a un certain nombre de conventions collectives qui prévoient en fait des jours de congés payés supplémentaires. Donc n'hésitez pas à aller étudier un petit peu votre convention à ce niveau-là pour vérifier que votre salarié n'ait pas droit à des jours de congés payés supplémentaires. Voilà un petit peu ce que l'on pouvait dire sur l'acquisition des jours de congés payés. Bah, merci beaucoup Julien pour ces précisions importantes. J'espère que les règles de calcul du nombre de congés payés est plus clair pour vous maintenant. On va pouvoir enchaîner sur le troisième chapitre sur la planification et la gestion des congés. Et on va aborder maintenant les obligations de l'employeur en matière de planification des congés, des délais de prévenance et le report des congés acquis pendant une période d'arrêt. Parfait, c'est ça. Alexandre, on va s'intéresser en clair, tout simplement là pour le coup, comment organiser les vacances. Hein, pour résumer, effectivement ici, l'idée c'est de savoir comment est-ce que les salariés vont pouvoir prendre, les congés payés qu'ils ont acquis. On a vu ensemble l'acquisition. Eh bien, l'employeur va être en charge, on va le voir, de l'organisation en clair des congés de ses salariés. Alors quand on parle d'organisation, attention à une, certaine, légende urbaine qui voudrait que c'est l'employeur qui décide des dates des congés payés. Alors c'est pas le cas. On joue un petit peu sur les mots à ce niveau-là. Un employeur n'est pas effectivement en droit de déterminer la date exacte des congés payés de ses salariés. Un employeur, et vous le voyez apparaître, il fixe en fait en clair la période de prise des congés payés. Cette période de prise des congés payés doit être fixée 2 mois à l'avance par l'employeur et elle doit obligatoirement comprendre la période entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année. Donc l'employeur, il va déterminer les périodes de prise, mais il ne va pas déterminer la date exacte de prise des congés payés de ses salariés. Il va déterminer la période durant laquelle le salarié pourra choisir de placer ses congés payés, de faire sa demande de congés payés. Donc les dates des congés payés doivent être fixées 1 mois à l'avance. C'est-à-dire qu'une fois que l'employeur a validé ces dates, à moins d'1 mois, on ne peut pas revenir sur la date qui a été fixée, que ce soit pour l'employeur, que ce soit pour le salarié. Mais attention, il est possible de revenir dessus dans 2 cas. Soit on a un commun accord entre le salarié et l'employeur, dans ce cas-là, à moins d'1 mois, on peut effectivement d'un commun accord changer les dates, ou sinon, dans le cas de circonstances exceptionnelles nécessitant que le salarié reste au sein de la société, dans cette situation-là, si l'employeur le justifie, eh bien, on peut modifier les dates des congés payés de ses salariés en raison, notamment, voilà, circonstances exceptionnelles. Ça peut être une production non prévue, ça peut être des situations, voilà, particulières qu'on n'avait pas déterminées de base et qui sont survenues. Enfin, pour finir, les dates des congés payés entre les salariés, elles sont fixées donc d'un commun accord avec l'employeur, qui doit déterminer, une fois qu'il a toutes les dates, accepter les congés payés de ses salariés ou pas, en prenant soin à ce que l'intégralité de ses salariés ait pu prendre des congés payés pendant la période de prise que l'employeur a fixée. Ben, il va trancher comment l'employeur? Pour savoir s'il y a des conflits au niveau des dates, il va trancher selon certains critères, selon l'ancienneté, selon la situation de famille du salarié, c'est-à-dire est-ce qu'il a des enfants à charge? Est-ce qu'il
il y a un conjoint au sein de l'entreprise ou non, en sachant que si le salarié dispose d'un conjoint au sein même de la société, donc il y a un couple au sein de la société, dans ce cas-là, il faut permettre à ces deux salariés de prendre leur congé payé en même temps. Ou si, également, selon autres critères, une autre activité du salarié qui, par exemple, aurait un autre emploi, notamment dans le cadre des temps partiels. Donc voilà un petit peu tous les critères à prendre en compte. Donc voilà ce qu'il fallait dire au niveau de la prise de ces congés payés, pour savoir quelle date prendre. Et maintenant, on va s'intéresser à la durée de ces congés payés. Tout salarié doit prendre un congé d'au moins 12 jours ouvrables en continu. Première règle. Au cours de la période de prise des congés payés, donc ça c'est la première règle, 12 jours ouvrables continus. Et au total, il doit prendre l'intégralité de ces 4 semaines, en clair, pendant la période de prise des congés payés, fixée par l'employeur. En cas, à ce niveau-là, de fermeture d'entreprise, l'employeur, c'est l'un des rares cas où l'employeur, tout simplement, est dans la possibilité de fixer les dates exactes des congés payés de ses salariés, puisque pour cette raison-là, l'ensemble des salariés de la société doit partir en congé pendant la fermeture de l'entreprise. Cette fermeture doit être intégrale, sauf les services accessoires de suivi, en clair. Donc il peut y avoir des exceptions, mais il faut pouvoir justifier de l'importance de l'ouverture d'un service de certains salariés qui doivent rester pour de la maintenance. Donc voilà, à ce niveau-là, ce que l'on pouvait dire. Alors les salariés peuvent prendre, donc dans cette situation un petit peu particulière, l'employeur n'est pas tenu de verser un salaire si jamais on ferme l'entreprise. Les salariés peuvent prendre du congé sans solde, des congés payés par anticipation ou encore des jours de RTT, quand la fermeture d'entreprise est liée en fait à une situation qui est très particulière. Et si jamais donc les salariés ne peuvent pas prendre de ces jours-là, eh bien tout simplement ils peuvent demander une aide financière parce qu'ils auront pris tous leurs jours, qui serait versée par France Travail, donc Pôle emploi, qui verserait en clair, pallierait au manque de congés de ses salariés. Ça, c'est une situation particulière dans le cas où on est obligé de fermer l'entreprise pour des raisons drastiques. Ça peut être circonstances exceptionnelles comme une catastrophe naturelle, des situations d'émeutes. Donc là, le préfet prend généralement un arrêté sur cette question. Ça peut être aussi une situation de difficulté économique, donc attention sur cet aspect-là, à cette gestion. Enfin, on va parler des jours de fractionnement. Les jours de fractionnement, il y a beaucoup d'interrogations à ce niveau-là. Alors, lorsqu'un salarié prend au moins 6 jours de congés payés en dehors de la période de prise des jours, eh bien, le salarié, alors quand je dis en dehors de la période de prise, c'est en dehors du 1er mai au 31 octobre, eh bien, dans ce cas-là, il aura droit à 2 jours de congés supplémentaires. Lorsque le salarié prend entre 3 et 5 jours de congé en dehors de cette période, il a droit à un jour de congé payé supplémentaire. Alors, quand on dit ça, attention, première chose, c'est que cela concerne déjà non pas le congé de 12 jours ouvrables en continu. Donc déjà, les 2 premières semaines, elles n'ont pas à être prises en compte. On parle de jours de congés payés que le salarié aurait dû prendre pour la 3e et 4e semaine. 3e et 4e semaine uniquement s'il est obligé de prendre cette 3e et 4e semaine en dehors du 1er mai jusqu'au 31 octobre. Deuxième chose, il faut également savoir que ces jours de fractionnement ne sont pas dus au salarié si celui-ci, en fait, tout simplement avait donné son accord, était volontaire, si c'est à son initiative, en clair, qu'il a posé les jours en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre. Donc voilà un petit peu ce que l'on pouvait dire sur les jours de fractionnement. Attention à bien regarder ces règles-là et n'hésitez pas à vous faire assister par notre service parce que derrière, ça a une incidence en clair sur le nombre de jours de congés payés. Donc attention parce qu'il y a beaucoup d'incompréhension à ce niveau-là. Pour la planification et la gestion des jours de congés payés. Depuis le 24 avril 2024, les salariés ne peuvent pas prendre leurs jours de congés payés pendant la période d'une référence en raison d'une maladie ou d'un accident du travail. Dans cette situation particulière-là, ils ont droit à un report de jours de congés payés de 15 mois. Donc, pour tous les congés payés acquis en période d'arrêt maladie, il y a droit effectivement à un report d'une durée de 15 mois. Et un accord d'entreprise peut prévoir une durée de report supérieure, mais on s'en tient à 15 mois
au minimum, nous dit la loi. Ce report va commencer en fait à compter du moment où l'employeur a informé le salarié du nombre de jours de congés payés auxquels il a droit, avec une date limite pour prendre les congés payés. Alors en clair, ce qu'il advient, c'est que l'application de cette loi du 24 avril 2024 est particulièrement difficile. Pourquoi? Parce qu'effectivement, il faut informer à chaque fois le salarié, dès lors qu'il a une période d'arrêt maladie, du nombre de jours de congés payés qu'il a acquis pendant cette période et de la date limite qu'il a pour les prendre. Et l'employeur a 1 mois à compter de la reprise du salarié suite à l'arrêt maladie pour l'informer. En sachant que la Direction générale du travail a même indiqué que l'employeur devait adapter la situation au cas par cas pour laisser une durée supplémentaire de report suffisante au salarié si ce dernier se trouvait dans l'impossibilité d'exercer son droit sur la période de report à cause d'une période d'absence significative. Donc en clair, ça c'est les situations où le salarié a acquis des congés payés pendant une période d'arrêt maladie, mais n'arrive pas à les prendre pendant la période de 15 mois, parce qu'à chaque fois, il est à nouveau en arrêt maladie. Donc dans cette situation-là, la Direction générale du travail nous a indiqué cette position. Ça n'a pas été partagé par le législateur. Il n'y a rien qui est indiqué dans le Code du travail pour cette situation-là, donc on vous invite à faire attention et à en discuter avec nous pour voir si oui ou non, votre salarié, il peut reporter ses jours de congés payés qu'il a acquis durant une période d'arrêt maladie. Et on va voir à ce niveau-là que le délai de report pour les salariés en arrêt maladie depuis plus de 1 an, il a une incidence. Il a une incidence, pourquoi? Parce que dans ce cas-là, le report dont on parle de 15 mois, que l'on a vu ensemble, il ne va plus compter à partir du moment où l'employeur l'a informé. Il va débuter à la fin de la période de référence. C'est-à-dire, la période de référence, pour rappel, donc dans ce cas-là, 1er juin au 31 mai. Eh bien, dans cette situation-là, à la fin de la période de référence, le salarié, il va dans ce cas-là, tout simplement avoir son délai de report qui va commencer à compter. Donc le salarié reprend le travail avant l'expiration de la période de report. Celle-ci est suspendue, l'employeur doit remplir son obligation d'information. Mais s'il ne reprend pas le travail après les 15 mois de report, il perd les congés payés acquis. Donc vérifiez bien l'acquisition de ces congés payés en période d'arrêt maladie, notamment dès lors qu'il y a de la longue durée, dès lors qu'il y a plus d'1 an. Attention, le salarié peut perdre effectivement, tout simplement, ses congés payés. Donc renseignez-vous auprès de notre service, c'est important pour savoir si oui ou non vous devez des congés payés à vos salariés. Enfin, pour cette loi, attention, il y a une rétroactivité, la fameuse loi du 24 avril 2024 dont on parle, et cette histoire d'acquisition des congés payés en arrêt maladie, il y a une rétroactivité au 1er décembre 2009. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un arrêt maladie, effectivement, les règles d'acquisition des congés payés durant un arrêt maladie permettent d'acquérir donc des congés payés, des arrêts maladie, depuis le 1er décembre 2009. Aussi fou que ça puisse paraître, c'est la loi au niveau européen, en clair. C'est le délai pour que l'État français avait pour transposer la directive et que donc le salarié dispose pour revenir sur ces périodes-là. Donc pour les salariés qui sont toujours présents dans l'entreprise, le salarié il a 2 ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi pour demander les congés payés sur la période antérieure. Il doit réclamer à son employeur ces jours. Par contre, pour les anciens salariés, il y a une prescription de 3 ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi. Donc, nous, ce qu'on va vous inviter à faire concrètement en tant qu'employeur, c'est déjà attendez. Ne versez pas des congés payés acquis en situation d'arrêt maladie sur une période antérieure. Pourquoi? Parce que c'est au salarié de revenir vers vous et de vous demander ces jours. Ne lui donnez pas ces jours-là alors qu'on n'est pas encore sûr que le salarié fasse un recours pour cette raison-là. Et enfin, regardez bien la prescription parce que vous voyez, on a déjà fait écouler 1 an. Dans 1 an, potentiellement, les salariés auront perdu toute leur possibilité de demander des jours acquis jusqu'à 2009. Par contre, attention, les règles, comme on l'a dit ensemble, depuis le 24 avril 2024, il faudra bien décompter les jours de congés payés acquis en arrêt maladie. Donc voilà un petit peu ce que l'on pouvait dire sur ces prises de congés payés.
Merci beaucoup, Jules. Là, on voit bien la complexité d'une gestion efficace des congés payés avec un contexte légal à bien maîtriser, et surtout depuis cette loi d'harmonisation européenne. On va pouvoir passer donc maintenant au décompte des jours de congés payés. Et dans le chapitre, on va aborder bien sûr les règles de décompte des jours de congés payés en distinguant les jours ouvrables et les jours ouvrés et en abordant, comme à son habitude, la règle générale et les cas particuliers. Alors, au niveau du décompte, là, l'idée, c'est de voir effectivement au niveau du planning, tout simplement combien de jours a pris le salarié. La règle générale de décompte, c'est la suivante. Le point de départ des congés est le premier jour où le salarié aurait dû travailler. Et ensuite, on va décompter tous les jours ouvrables ou les jours ouvrés, selon le décompte effectué par l'employeur, selon la méthode d'acquisition et de décompte prévue par l'employeur, jusqu'à la reprise du travail. Et donc, tous ces jours-là doivent être décomptés. Et cette méthode, elle s'applique également aux salariés à temps partiel, on l'a déjà dit, mais on va le répéter, quelle que soit d'ailleurs la répartition de leur horaire de travail, de leur jour de travail. Quelle que soit cette répartition, peu importe qu'il y ait des jours non travaillés, un salarié à temps partiel, attention, la première chose qu'il va indiquer, c'est de dire non, il ne faut pas compter ces jours-ci dans le planning comme jours de congés payés parce que ce sont des jours où je ne travaille pas. Oui, mais du fait du principe de non-discrimination entre les salariés à temps plein et à temps partiel, eh bien, à ce niveau-là, il est prévu effectivement que on doit décompter les jours non travaillés et on doit décompter tous ces jours comme des jours de congés payés jusqu'au jour où le salarié à temps partiel revient travailler. Donc, attention à cette légende, à ces contentieux qu'il y a avec les salariés à temps partiel. Par définition, les congés payés sont décomptés en jours ouvrables. Une semaine de congés payés est équivaut en principe à 6 jours. Mais il est possible de calculer les congés payés en jours ouvrés, c'est-à-dire en jours normalement travaillés dans l'entreprise, en clair, dans la majorité des cas, du lundi au vendredi. Dans ce cas, une semaine des congés équivaut à 5 jours. Donc ça, c'est à l'employeur de le déterminer, de le choisir. Pour la règle générale de décompte, que se passe-t-il si le samedi coïncide avec un jour férié? En cas de décompte en jour ouvrable, on va avoir un décompte de 5 jours et non pas de 6 jours. Puisque le sixième jour, le samedi, on ne va pas le décompter puisqu'il y a un jour férié. En cas de décompte en jour ouvré, attention, là on va décompter 4 jours et non pas 5 jours. On va enlever en clair le vendredi, mais pourquoi dans ce cas-là? Même si ce n'est pas expressément prévu, la prise et le décompte de demi-journées de congés payés sont admis. Alors là, effectivement, ce qui veut dire qu'on a le droit de faire des demi-journées, mais attention, pourquoi est-ce qu'on va prendre le vendredi en jour ouvré? C'est tout simplement, en clair, parce que il faut qu'il y ait une règle d'égalité au niveau du décompte en jour ouvrable et en jour ouvré. Donc attention à cette histoire de jour férié et de samedi. Dans cette situation-là, il faudra qu'il y ait une égalité de traitement en jour ouvré, jour ouvrable. Raison pour laquelle on va décompter 4 jours et non pas 5. On va voir par la suite, c'est un petit peu plus compliqué si le salarié travaille le jour férié. Alors, pour finir, la prise et le décompte de jours de demi-journée de congés payés sont possibles, sont admis, mais par contre, pas de décompte horaire. Donc, on ne compte pas effectivement des heures de congés payés. Pour le décompte des jours de congés payés, alors le travail de moins d'un mois, il n'y a aucune condition minimale d'activité qui est exigée pour avoir des droits à congés. Le salarié qui a travaillé moins d'un mois a droit à des congés payés. Et ces derniers doivent être calculés au prorata du temps de travail effectué. Donc attention aux contrats courts, il y a effectivement des congés payés qui sont acquis par le salarié. Et deuxième situation délicate, c'est que les règles d'arrondi doivent être en clair favorables aux salariés. Donc si on a un nombre de jours, vous l'avez vu, ça sera très certainement le cas, virgule, ça doit être arrondi à l'entier supérieur. Et donc cette règle est très favorable pour les contrats de courte durée. Dans ce cas-là, attention. Pour ce qui est des arrêts maladie pendant les congés payés, pour rappel des règles actuelles en France, le salarié qui tombe malade avant son départ en congé sera considéré comme étant en arrêt maladie. Il ne sera pas considéré comme étant en congé. Les congés seront reportés. Le salarié, par contre, qui tombe malade pendant ses vacances, après son départ en congé, sera considéré comme étant en congé pour toute la durée du congé payé
prévu. Il ne peut pas exiger de report pour compenser la période de maladie. Alors attention, parce qu'au niveau de l'Union européenne, il va y avoir un débat, et c'est peut-être la nouvelle problématique à venir, mais on n'en est pas sûr. Donc attention à cet aspect-là. Peut-être qu'à l'avenir, ce sera le cas, il y aura un report. Mais pour l'instant, si le salarié est parti en congé, eh bien dans ce cas-là, peu importe qu'il soit malade, il est en congé. Mais il peut bénéficier du cumul congé payé, indemnité journalière de la sécurité sociale. Par contre, il ne peut pas bénéficier des indemnités complémentaires du maintien de salaire prévu par l'employeur. Voilà ce que l'on pouvait dire sur ce décompte au niveau des cas particuliers. On termine par le samedi, on en avait parlé. Si le jour férié est un samedi, si ce jour férié est habituellement travaillé, il est compté en jour de congé payé. Mais si le jour de férié est habituellement chômé, pas de décompte de jours de congé payé. Donc voilà un petit peu les règles à ce niveau-là. Si le jour de férié est habituellement travaillé, il est compté en jour de congé payé, mais si le jour férié est habituellement chômé, pas de décompte des congés payés au titre du samedi et au titre du vendredi, par application du principe d'égalité entre les deux méthodes de calcul. Si le jour férié est un jour ouvré, pas de décompte de ce jour férié en congé payé. Donc voilà un petit peu ce que l'on pouvait dire sur la problématique des jours fériés. Ouais, merci beaucoup, Julien. Donc, on va pouvoir ouvrir le dernier chapitre, en fait, où on va examiner les deux méthodes de calcul de l'indemnité de congé payé, la règle du dixième et celle du maintien de salaire, en précisant bien sûr laquelle est la plus avantageuse pour les salariés. Voilà, pour finir, l'indemnité de congé payé, qui est destinée à compenser le salaire la perte de salaire consécutive à l'absence du salarié pendant le congé annuel, elle est calculée, comme l'a dit Alexandre, sur deux méthodes. Règle du dixième, règle du maintien. Donc, elle est calculée sur la base du dixième de la rémunération totale perçue par le salarié entre le 1er juin de l'année N et le 31 mai de l'année N+1. C'est la période dite de référence. Donc là, on fait le dixième de la rémunération totale. Ou sinon, on calcule sur la base de la rémunération qui aurait été perçue par le salarié pendant les congés s'il était venu travailler, en clair, un maintien de salaire. Et l'employeur doit faire ces deux calculs et retient la solution la plus avantageuse pour le salarié, ce qui nous donne en fait ici la formule de calcul à appliquer. Donc là, vous avez la base trouvée, le nombre de congés payés divisé par le nombre de congés payés acquis durant la période de référence fois le nombre de CP indemnisés. Mais attention, parce que avec cette nouvelle règle pour les arrêts maladie non professionnels, la nouvelle loi, en fait, nous fait que la base n'est pas la même. La base de calcul, ce n'est pas un dixième de la rémunération totale perçue, c'est 10%, un dixième de 80% de la rémunération totale perçue. Pourquoi? Parce qu'on n'acquiert que 80% en clair des congés payés que l'on pourrait acquérir en temps normal, quand on est en arrêt maladie classique. Donc attention, parce que là, ça impacte aussi l'indemnité. Pour la règle du maintien de salaire, on prend le salaire de base avec prime d'ancienneté, et pour la moyenne des jours, on fait moyenne des jours divisé par le mois, par les mois, décompte de jours ouvrables, en clair, 26 jours en moyenne, ou décompte en jours ouvrés, 21,67 jours de moyenne. Donc voilà un petit peu la méthode de calcul qu'il faut appliquer. Voilà pour la règle de calcul de l'indemnité de congé payé, pour savoir combien on doit verser au salarié qui est en congé payé, ou combien on doit verser à un salarié qui s'en va et qui a encore des congés payés acquis et qui n'a pas pu prendre. Voilà pour les congés payés. Merci beaucoup, Jules. On va pouvoir ouvrir la session de questions-réponses. Déborah, est-ce qu'on a eu beaucoup de questions et est-ce qu'il reste encore des questions en suspens sur lesquelles on n'aurait pas répondu? Oui, merci. On a eu beaucoup, beaucoup de questions. Donc, merci à vous pour avoir réagi. Alors, quelques questions en suspens. Alors, il y en avait qui se recoupaient. Donc, c'est pour ça que je les ai laissées parce que je pense qu'on peut échanger. Ça concerne les 12 jours ouvrables en continu. On a eu des questions pour savoir si lors de ces 12 jours ouvrables, on avait un jour férié dedans. Et comment est-ce qu'on allait gérer en pratique? Voilà. Est-ce qu'on allait décompter le 1 jour ou 11 jours ou pas? Alors, la règle à ce niveau-là, ça va dépendre effectivement de savoir si le salarié travaille ou non, si le jour férié est chômé ou pas. Et effectivement, derrière, ça va induire le décompte ou pas en clair du jour férié. Au niveau des 12 jours ouvrables, si effectivement il y a un jour férié chômé au sein des 12 jours ouvrables,
Ben oui, il va falloir en fait garantir derrière que le salarié puisse avoir un jour ouvrable supplémentaire. Donc l'idée, c'est que le salarié puisse avoir 12 jours ouvrables continus. Alors, à ce niveau-là, oui, je comprends mieux la question. C'est le fait de savoir si le jour férié, si le fait que du fait du jour férié, est-ce que la règle est respectée? À mon sens, c'est peut-être le cas, mais on va regarder si effectivement, il y a une précision. Donc on va revenir vers vous pour vous préciser ce point. À mon sens, la règle est respectée. Dans un premier temps, l'employeur a respecté son obligation puisque le salarié a quand même, voilà, 12 jours ouvrables continus. Mais voilà, on va vérifier ce point pour être sûr qu'il ne faille pas accorder un jour en clair de congé supplémentaire pour que tous les jours soient respectés. Merci Jules. Et donc dans le même esprit, mais tu as un peu répondu, c'est par jour férié habituellement chômé. Est-ce qu'on va apprécier ça à l'échelle de l'entreprise ou du salarié? Alors pour le coup, effectivement, c'est une bonne question. Mmh. On va l'apprécier à ce niveau-là, au niveau du salarié. Mmh. On a certaines dispositions de la convention collective qui prévoient, par exemple, un nombre de jours fériés où on peut être amené à faire travailler des salariés. Mais on n'est pas obligé de faire travailler tous les salariés de sa société. On peut faire travailler que certains salariés de la société. Alors attention à ne pas faire de différence de traitement dans ces cas-là, mais il est possible de faire une répartition uniforme des jours fériés tout au long de l'année. Et donc, un salarié pourrait être amené à travailler, alors un autre salarié de la société pourrait être amené à rester chez lui, à ne pas travailler. Et dans un cas comme celui-ci, ce qui compte, c'est la situation du salarié. Merci Jules. Après on a pas mal de questions, mais qui sont des situations un peu précises. Donc je pense que vaut mieux qu'on revienne vers vous parce que c'est vraiment en fonction de votre société et donc on aura une meilleure réponse à vous apporter. Je regarde si on a des questions d'ordre général. Donc Alors, on a oui, quelque ouais. chose sur l'arrêt maladie. Un salarié qui est en arrêt maladie à la fois pendant la période d'acquisition, puis durant la période de prise des congés. Il ne reprend jamais le travail chez ce même employeur, notamment suite à une rupture. A-t-il droit à une indemnité compensatrice pour ses congés acquis, mais ceux qui ont été expirés pendant son arrêt maladie? Voilà, comment est-ce qu'on fait? Alors, là, à ce niveau-là, on reprend les règles Mmh, effectivement au niveau de la loi du 24 avril 2024. Auparavant, un salarié, avant cette loi, n'aurait pas acquis effectivement de congés payés. Si on était sur un arrêt maladie classique, la situation n'aurait pas été problématique. Depuis l'entrée en vigueur de cette loi, c'est bien le cas, effectivement. C'est problématique. Pourquoi? Parce qu'il va falloir tout simplement calculer dans un premier temps le nombre de jours de congés payés qu'a bien acquis le salarié, en faisant attention voilà, à bien vérifier si on est sur un arrêt maladie classique, il n'acquiert pas le même nombre de jours qu'un arrêt maladie d'origine professionnelle. Et puis ensuite, selon bien sûr la période d'arrêt maladie, selon la durée de la période, pardon, c'est selon la durée de la période qui va être important, un salarié, effectivement, peut avoir droit à des congés payés acquis qu'il n'aurait pas pu prendre et donc va potentiellement se les voir verser puisqu'il n'aura pas pu prendre ces jours de congés payés malgré la durée de report, puisque, vous l'avez dit, le contrat est rompu. Donc, on devra lui payer. Par contre, attention, comme on l'a dit ensemble, s'il a fait toute une année, toute une période de référence, en clair, du 1er juin jusqu'au 31 mai en arrêt maladie, et que derrière, il continue pendant 15 mois, pendant les 15 mois suivants d'être en arrêt maladie, pour la première période de référence, il n'a acquis aucun arrêt maladie. Enfin, en tout cas, il les a acquis, mais il les a perdus. Donc, voilà un petit peu ce que l'on pouvait dire. merci Jules. Déborah, on a d'autres questions? Ouais, on a d'autres questions, mais comme je disais, c'est des questions assez précises. Donc, je pense qu'on va revenir vers On, les... on va revenir vers chacun d'entre Ouais, vous, bien sûr, hein, parce que si c'est des questions qui sont précises à votre situation au cas par cas, ça sera plus simple pour en parler, en discuter ensemble. Donc, on va dresser une liste et puis on va revenir vers vous.
Merci à tous pour votre participation. On espère vraiment que ce webinaire vous a apporté des informations utiles pour la gestion, entre guillemets, conforme de vos congés payés au sein de l'entreprise. Merci Déborah et Jules pour le partage de votre expérience et bien sûr la précision de vos réponses. Évidemment, vous allez recevoir dans votre boîte de réception le replay de cet événement ainsi que tous nos contenus dédiés qui pourraient vous aider en fait à mieux vous organiser. Je vous rappelle d'ailleurs que vous avez à votre disposition tous les replays de nos anciens webinaires sur notre chaîne YouTube. Et en complément, pour aller plus loin dans votre maîtrise de ce sujet, notre centre de formation, la PRH Academy, propose prochainement 2 sessions de formation complémentaires d'une demi-journée, les 6 mai et les 14 juillet 2025. Je vous partagerai également le lien dans le mail. Merci pour votre participation. Notre événement touche à sa fin. On vous donne rendez-vous pour notre prochain webinaire le 13 mai à 11h30, toujours sur Teams, où nous vous parlerons cette fois-ci des subtilités des contrats de travail et des contrats des saisonniers, car pour certains, la saison estivale arrive vite. Merci encore pour votre fidélité. Je vois que l'heure tourne et on va devoir clôturer ce webinaire. Très belle fin de journée à toutes et à tous.